Les 60s, l'âge d'or de la croissance et de la libération des mœurs. Les conflits sont devenus politiques, la guerre froide tétanise le monde et les budgets militaires atteignent des records dans tous les pays. À New York, Andy Warhol invente le pop art. Marilyn Monroe meurt dans des conditions mystérieuses, loin de la famille Kennedy. Les Stones s'éclatent avec leur album Satisfaction et 4 jeunes musiciens britanniques déchaînent les premières hystéries collectives. Le rêve de Méliès est devenu réalité, les téléspectateurs retiennent leur souffle. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. L'engouement du public pour la télévision ébranle Hollywood, qui réagit en lançant des films à grand spectacle. Ben-Hur, Le Cid, Laurence d'Arabie, Cléopâtre, fiasco total. John Wayne, la légende du western, meurt sans son revolver. Le couple qu'ils formèrent en 1972 dans The Getaway aurait dû être une de ces brèves rencontres. Mais le cinéma regorge d'exemples où les deux comédiens principaux poussent jusqu'à l'intimité du lit l'identification à leurs personnages fictifs. McQueen, McGraw, The Getaway. Je n'ai jamais connu mon père, alors forcément ma relation avec les femmes a toujours été conflictuelle. Difficile de trouver les bons repères. Je suis né Terence Stephen McQueen en 1930 à Indianapolis. Ma mère n'a que 19 ans et ne travaille pas. Mon père nous abandonne. Toute ma vie, j'en ai cherché un jusqu'au jour où j'ai retrouvé le vrai qui venait juste de mourir. Le destin s'amuse trop avec les hommes. Dommage qu'on ne puisse pas se battre contre lui. Ma mère me confie à un oncle qui m'apprend la vie de la ferme. Mais quoi qu'on en dise, rien ne peut remplacer l'amour des parents. Cette insécurité absolue restera imprimée en moi, et je piquais déjà des crises de colère irraisonnées. Ma mère décide de me placer dans une école spécialisée pour les enfants à problème. J'ai la chance de tomber sur un éducateur qui a fait naître en moi des qualités que je ne soupçonnais même pas. Ma personnalité commence à se structurer. J'apprends la vie et je grandis. En 1946, je retrouve ma mère qui n'est plus que l'ombre d'elle-même à cause de l'alcool. Une route s'ouvre devant moi qui ne me plaît pas. Je décide de partir à l'aventure et m'engage dans la marine où j'apprends à conduire. Et là, bingo, c'est une révélation. Réfractaire à la discipline de l'US Navy, je quitte l'armée et m'installe à Greenwich Village à New York. J'y fréquente des artistes et des intellectuels. Je fais la connaissance de Mark Riddell qui me pousse à prendre des cours. Un jour, je passe une audition à l'Actor Studio de Lee Strasberg où j'obtiens une bourse. On commence à me remarquer dans des petits rôles à la télévision. C'est drôle, c'est à la fin de ma vie que j'ai réalisé qu'il a toujours fallu l'intervention de quelqu'un pour me faire prendre conscience de ma nature profonde. Ça a été pareil pour moi. Ce sont les autres et leurs regards qui m'ont poussé à faire des choix, et pas forcément les bons. Je suis née Elizabeth Alice McGraw, dans une paisible famille d'artistes de la Nouvelle-Angleterre. Comme beaucoup de filles de mon âge, je rêve de devenir danseuse étoile. Ma mère, styliste, me transmet son savoir et ses valeurs. En revanche, mon père ne s'exprime qu'à travers la violence. Il ne trouve son seul soulagement que dans l'alcool. Plus tard, je plongerai moi aussi dans cet enfer. On ne peut pas se battre contre son passé. Pour l'heure, je suis une élève consciencieuse à la faculté de Harvard, où je rencontre Alex, un jeune homme brillant et raffiné. Nous nous marions et je prends un emploi de serveuse avant de rencontrer le photographe Melvin Sokolsky, avec qui je travaille pendant 6 ans.
Mais les nuages noirs commencent déjà à se profiler à l'horizon. Alex et moi divorçons. Nous ne vivons pas le quotidien de la même manière. Fascinée par la mode, je vais à Paris pour y rencontrer les plus grands couturiers. Je porte le fameux costume à carreaux de Chanel, mais je n'arrive pas à percer dans ce milieu. J'ai une dent de travers et des sourcils trop épais. Retour aux USA, je continue à chercher du travail comme actrice sans grand succès, jusqu'au jour où je joue dans un film aux côtés de Kirk Douglas. Si j'avais pu savoir que cette route allait me conduire à l'enfer, j'aurais peut-être choisi de rester serveuse. Mais à cette époque, tout avait l'air si vrai. Mes débuts sont un peu hors normes. J'obtiens le rôle principal dans un film de science-fiction, Danger planétaire, et la même année j'épouse Nell Adams, qui s'occupe de notre fille Terry Leslie. Nell restera ma conseillère sur tous les projets, et elle me guidera dans le choix des scénarios jusqu'en 1971. Depuis la fin des années 40, la télévision se développe avec régularité. Pour fabriquer ses programmes, elle fait appel à de vieilles gloires du cinéma, mais également à de nouveaux venus. C'est en incarnant Joss Randall, le chasseur de primes armé de sa Winchester à canoncier, que j'entre une fois par semaine dans tous les foyers américains. Derrière la caméra, je croise un grand nombre de metteurs en scène qui viennent réaliser 1 ou 2 épisodes de la série. Sam Peckinpah et John Sturges, entre autres, avec qui je travaillerai sur Les 7 mercenaires. Mais c'est sur le tournage de La Grande Évasion que je deviens une star internationale. J'ai réussi à convaincre le réalisateur de tourner la scène de poursuite en moto qui n'était pas prévue dans le scénario. Profitant de cette notoriété, je monte ma propre société de production, la Solar, afin de pouvoir initier des projets à ma convenance. Le premier de la liste sera le Kid de Cincinnati, dans lequel j'interprète un personnage qui me ressemble par bien des points. Sure he is. The kid's got him. Okay, let's see. No fix. No rules. See you later. Romantic dynamite. Steve McQueen, Edward G. Robinson, Anne Margaret, Carl Malden, Tuesday Weld, and the voice of Ray Charles. The Cincinnati Kid. Le 15 octobre 1965, à l'âge de 51 ans, Julia, la mère de Steve, décède à San Francisco d'une hémorragie cérébrale. Les vieux démons sont de retour et son instabilité naturelle remonte à la surface. Il ne peut résister aux assauts de ses nombreuses fans et fait tout ce qu'il peut pour créer des conflits avec sa famille. Nell supporte en silence les infidélités de son mari. À travers Solar, Steve participe en 1966 au montage financier de La Canonnière du Yangtze, réalisé par Robert Wise. Cette superproduction historique, dénonçant en termes voilés l'intervention américaine au Vietnam, rapporte à McQueen une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. Ce sera l'unique nomination de sa carrière. Dans le rôle d'un sous-officier mécanicien totalement dépassé par les événements qui l'entourent, Steve McQueen livre une composition admirable. Steve McQueen as Jake Holman, the young restless outsider. Here is an unparalleled emotional experience. L'année suivante, il produit Nevada Smith, un western à l'ancienne, réalisé par Henry Hathaway, où il incarne une fois encore un kid rebelle. Le public répond favorablement, mais habilement conseillé par son épouse, il sait qu'il doit désormais changer de registre. En 1967, le public découvre ainsi une image totalement nouvelle de l'acteur dans le film de Norman Jewison, L'affaire Thomas Crown.
incarne un homme d'affaires éduqué, élégant et sûr de lui. Il affronte Faye Dunaway, incarnant une enquêtrice chargée de percer le mystère de sa double vie. Très influencé par l'esthétique du film de Claude Lelouch, Un homme et une femme, Jewison et McQueen vont briser l'un des derniers tabous du code Hays. Le code de censure de la production cinématographique en vigueur depuis 1933 prévoit en effet qu'un baiser à l'écran ne doit pas durer plus de 3 secondes. Dans l'affaire Thomas Crown, Jewison filme sur fond de parties d'échecs lourdes de sous-entendus érotiques le plus long baiser de l'histoire du cinéma. La scène nécessitera 3 jours de tournage. À la sortie du film, Steve McQueen rentre dans le cercle très étroit des acteurs les plus sexy du monde. Tout en préservant les acquis de cette nouvelle image, l'acteur souhaite revenir au cinéma d'action. Go. J'engage un jeune réalisateur britannique, Peter Yates, pour ma nouvelle production qui se passe à San Francisco. Bullitt voit le jour. Le personnage de Frank Bullitt sera le seul rôle de policier de ma carrière, mais je vais complètement révolutionner le genre. Le thriller, qui tournait depuis quelques années à l'exercice de style, redevient un genre cinématographique ancré dans la réalité de l'Amérique urbaine, intégrant le bouleversement des valeurs qui secouent les sociétés occidentales au cours des années 60. De même que la poursuite en moto fut le clou de La Grande Évasion, la poursuite en voiture sera le clou de Bullitt. Cette séquence est entièrement tournée en extérieur, dans les rues de San Francisco et sans trucage. J'exécute moi-même les cascades. Triomphe international, doublé d'une éclatante réussite artistique, les hommes rêvent de me ressembler et les femmes du monde entier craquent pour mes beaux yeux. Pourtant, je reste désespérément seul et insatisfait. Jusqu'au jour où je croise la route d'une femme aussi perdue que moi, Ali MacGraw. Au fond de moi, je me sentais comme un canot emporté par la tempête, mais en apparence tout allait très bien. Mon existence a basculé après mon mariage avec Robert Evans, à l'époque directeur de la production des studios Paramount. Robert est un vrai rêve de midinette. Il est beau, intelligent, riche et célèbre. Il me fait lire le scénario de Love Story. Le personnage de cette pauvre petite Italienne amoureuse d'un riche héritier me plaît. Love Story, le livre, sort en février 1970. Le succès est instantané, préparant le terrain pour le film qui sortira 10 mois plus tard. Le tournage se passe à merveille. Mon sourire triste et les larmes de Ryan O'Neal, filmées par les tourbillons de caméra, et la ritournelle de Francis Lay feront le tour du monde et briseront le cœur de millions de midinettes. Je fais la couverture de tous les magazines féminins d'Amérique et d'Europe. Tout a l'air de bien se passer, mais le vernis se fissure au moment où je craque pour les beaux yeux de Steve McQueen. Love Story. Joshua Evans, fils de Robert Evans et d'Ali MacGraw, naît le 16 janvier 1971. Ali se sent seule. Son mari travaille en post-production sur ses films jusqu'à des heures impossibles. Le conte de fées dans la maison Evans, loin de la rassurer, la plonge dans une profonde insécurité. Robert est un séducteur. Ali est angoissée à l'idée de ne pas être à la hauteur. Quelques mois plus tard, elle se servira d'un prétexte futile pour justifier son adultère avec Steve McQueen. En cette année 1971, McQueen vient de rejoindre la First Artist Production, fondée par Paul Newman, Barbara Streisand et Sidney Poitier.
McQueen apporte un nouveau film, Le Guet-apens, sa deuxième collaboration avec Sam Peckinpah. Pour jouer le personnage de sa femme à l'écran, Steve veut la fille de Love Story. Il se rend chez les époux Evans pour convaincre Ali d'accepter le rôle. La rencontre, en présence de Robert, est électrique. Ça a été un coup de foudre. La première fois que je l'ai vu, c'était dans Bullitt. Les yeux bleus qui poussent à écrire des poèmes, le corps d'athlète, le charisme d'un fauve imprévisible m'ont fait tourner la tête comme à bien d'autres femmes. Je sais que depuis peu de temps, Steve est libre. Robert ne voit rien venir. Il est ravi que l'acteur chéri du box-office me demande. Quelques mois plus tard, sur le plateau, notre idylle éclate au grand jour. Elle se lit dans nos regards et nos gestes. Pour la première fois, on vit pleinement et sans nous soucier du lendemain. Nous inventons une enfance heureuse que nous n'avons jamais connue. À l'écran, la situation de nos personnages de bandits traqués ne se prête pourtant pas à la romance. Guet-apens reste un film d'action. At least I got to him. Hang you. Fuck it, baby. In a hurry, Benyon. You still don't get the picture, do you? And I've always heard what a smart-ass operator you was. That's a walk-in bank, man. A piece of cake. You don't have to be Dillinger for that one. What did I tell you? Isn't that game? It's all a game. Le récit s'articule autour de la fuite et de la survie du couple. J'aurais dû me méfier des farces du destin. Mon rôle évolue au cours du tournage, dépassant celui d'un simple faire-valoir. Derrière son masque d'homme de fer, Steve se dévoile sous les traits d'un compagnon idéal, auprès duquel toute femme aimerait trouver tendresse et protection. Robert Evans, absorbé par la préparation du Parrain de Coppola, apprend la nouvelle, comme tout le monde, par la presse à scandale. Amoureux de sa femme, il multiplie les concessions pour tenter de sauver son mariage. Le tournage achevé, Ali rentre à la maison retrouver son mari et son bébé. Elle ne peut se résoudre à considérer sa belle aventure avec Steve comme une escapade sans lendemain. Elle commence à prendre peur qu'une autre femme ne mette la main sur Steve. Elle finit par quitter Robert pour rejoindre Steve à la Jamaïque sur le tournage de Papillon. Il interprète un bagnard condamné à vie au pénitencier de Cayenne. Tiré du roman autobiographique d'Henri Charrière, le film sera démoli par la presse. Avec le temps, cet hymne à la liberté et à la dignité humaine parviendra au statut d'œuvre classique. Juste après le tournage, elle divorce d'avec Robert Evans. Les deux amants sont libres. Neil, la première femme de Steve, disait « Il couche avec des blondes, mais il épouse des brunes. » Steve McQueen et Ali McGraw se marient en compagnie de leurs enfants. Ils resteront 5 ans ensemble, s'aimant avec passion et violence. Ils sont tous les deux marqués par leur enfance et l'instabilité de Steve rappelle à Ali la violence de son père. Quant à lui, il voit en Ali le reflet de sa mère et ne supporte pas de la voir saoule. Les époux se méfient l'un de l'autre, chacun accusant l'autre de vouloir le quitter. La perte, l'abandon, Steve connaît. Il ne veut pas qu'Ali s'en aille, il lui demande de renoncer à sa carrière d'actrice. Par amour pour lui, elle accepte et refuse toutes les propositions que lui transmet son agent. Mais terrorisée par la violence de Steve, elle accepte de tourner pour Sam Peckinpah. Ils finiront par divorcer d'un commun accord. Le gouffre, j'y suis habitué.
Alors les périodes de bonheur restent gravées à tout jamais dans mes mémoires. Humour ou ironie, si ma vie personnelle est un fiasco, ma vie professionnelle atteint des sommets. Je joue dans La Tour Infernale. Warner Brothers and 20th Century Fox present Irwin Allen's production of The Towering Inferno. C'est drôle comme j'ai toujours cherché le risque, un peu comme une tentative de suicide manqué ou un appel au secours. Bref, comme d'habitude, je refuse d'être doublé pour les scènes les plus dangereuses et pour affronter le feu, je porte une combinaison en amiante. More suspense than you've ever seen in one motion picture. Steve McQueen is the fire chief. The Towering Inferno. Épuisé, je passe des examens. Les médecins diagnostiquent un cancer des poumons en voie de généralisation. Comme un fauve blessé, je cache la maladie aux autres et à moi-même. La presse people s'acharne. Je pars me faire soigner au Mexique et le 7 novembre 1980, je meurs à la suite d'une intervention chirurgicale, regrettant qu'Ali ne soit pas à mes côtés. Je n'avais pas 50 ans. Les charognards ont retrouvé ma trace. Une infecte photo de mon cadavre fera la une des magazines People du monde entier. Mon dernier fils voit le jour au début de l'année 1981. Lui aussi ne connaîtra pas son père. Saloperie de fatalité. L'existence d'Ali McGraw connaît plus de bas que de hauts. Son agent lui propose un rôle récurrent dans la série Dynasty. Elle voit cela comme une humiliation supplémentaire et continue de fréquenter les hommes à la recherche de l'héroïne de Love Story qui les avait fait rêver sur le grand écran. Difficile de garder sa place à Hollywood quand on a le cœur d'une princesse remplie de rêves. Le retour à la réalité a été brutal. La tequila et la cocaïne ont fait le reste. Ali se rend à l'évidence. Il ne lui reste plus que son fils, Joshua. Pour lui, elle entre dans un centre de désintoxication. Apaisée, elle écrit son autobiographie en 1992. Elle a enfin les moyens de s'acheter sa propre maison au Nouveau-Mexique, où elle vit désormais seule et presque heureuse. De son propre aveu, il ne s'écoule pas un jour sans qu'elle ne pense à Steve, l'amour de sa vie qu'elle n'a pas su comprendre. Elle sait que l'on ne retiendra d'elle que deux choses, son rôle dans Love Story et son amour foudroyant pour Steve McQueen. C'est peu pour résumer une vie. Le destin n'est décidément pas tendre.